Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Postscriptum. Pour le premier numéro de cette nouvelle saison, nous avons choisi de débattre aujourd'hui sur une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre tout au long de l'été. Un véritable feuilleton avec deux ministres dans les rôles principaux, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, et Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Alors, ce projet de loi sur la réforme pénale veut désengorger les prisons tout en luttant contre la récidive, une équation pour le moins compliquée dans un pays où la surpopulation carcérale bat des records. Alors, pour en débattre aujourd'hui avec nous, deux invités. Olivier Berton, chargé de mission du syndicat de police Alliance, merci d'être là aujourd'hui, et Ludovic Dupré, magistrat et procureur adjoint au tribunal de Valenciennes, merci également infiniment d'être là. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage réalisé par la rédaction de France 3, l'histoire d'une polémique. Même si elle s'en défend, la réforme pénale voulue par le gouvernement sera celle de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Nous devons veiller à la sécurité des Français. C'est un projet de loi du gouvernement. Je vais vous dire, si nous jouions à un ministre qui gagne contre un autre, il y aurait un seul perdant, ce serait la société française. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'est une bonne réforme qui va dans le bon sens, puisqu'elle doit répondre d'abord à la volonté des Français de voir la sécurité assurée. Les forces de l'ordre et les magistrats doivent travailler ensemble parce que nous avons besoin d'une chaîne pénale qui soit la plus efficace possible. Voulue par l'exécutif, la réforme aura pour objectif de lutter contre la récidive et désengorger les prisons. Fini les peines planchées, disposition phare sous Nicolas Sarkozy. Création d'une nouvelle peine, la contrainte pénale. Remplacer une prison par une condamnation en milieu ouvert. Elle sera applicable à tous les délits inférieurs ou égaux à 5 ans d'emprisonnement. Pour l'opposition, cette réforme est la porte ouverte à tous les dangers. Les conséquences vont être tragiques pour notre pays. Une explosion de la délinquance s'annonce avec ce texte qui a pour objectif de vider les prisons. C'est 98% des délinquants qui vont être laissés en liberté et qui vont donc pouvoir évidemment récidiver sans aucun contrôle, car pour contrôler ces 98% de délinquants, vous imaginez bien qu'il faudrait un nombre considérable de fonctionnaires. Inquiétude aussi chez les policiers qui regrettent la fermeté du projet du ministre de l'Intérieur. Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est le signal qui va être donné aux délinquants, un signal laxiste, le signal qui va être donné aux policiers, à savoir quelque part ce que vous allez faire ne va pas servir à grand chose finalement, puisqu'on n'emprisonnera plus. Présenté fin octobre en Conseil des ministres, le débat au Parlement se tiendra en 2014, après les municipales. Alors Olivier Berton, on le voit dans ce reportage, le syndicat Alliance est opposé à cette réforme. Alors en quoi cette réforme pénale d'abord peut décourager les policiers? On ne comprend bien, pas très bien. On l'a entendu. D'ailleurs, je crois que même le ministre lui-même, ministre de l'Intérieur, s'inquiète maintenant parce qu'il se rend bien compte que la chaîne pénale dont il parle, c'est quelque chose qui doit être solide, effectivement. On doit travailler, comme il le dit, main dans la main avec la justice. Mais on est en train, quelque part, il faudrait un autre débat pour ça, de détruire un pan de cette chaîne qui est la base de la police, c'est son travail de base qui est en train de se faire détruire. Et ensuite, on est en train, avec cette loi, ce projet de loi, j'espère qu'elle ne fera pas encore couler trop d'encre et trop de larmes, surtout chez les policiers et chez les citoyens, mais on est en train de détruire tout le sommet de l'édifice. Qu'est-ce que vous appelez le sommet de l'édifice? Les policiers enquêtent, interpellent. On n'intervient plus, effectivement, à un moment donné. Nous, on est là pour constater, pour faire des investigations, pour présenter à la justice des preuves, des mises en cause. Et on espère, effectivement, qu'il y ait une réponse pénale. Or, avec ce projet de réforme, la grande inquiétude, et je pense que la journée d'action qu'on a menée lundi, moi j'ai été agréablement surpris parce que les Français sont avec nous, ils soutiennent la police d'aujourd'hui. Mais il y a un décalage cette journée, c'est-à-dire une grève avec des PV. La justice ou celle qu'on nous promet dans les mois qui viennent. Mais en fait, vous avez peur de quoi? On a l'impression que pour vous, la seule réponse, c'est la prison. On sait très bien, Ludovic Dupré, ça fait longtemps que c'est plus ça du tout.
Est-ce que vous comprenez, cette position? Non, mais pas du tout. Vraiment, c'est quelque chose qui me laisse assez perplexe et probablement qu'au-delà d'ailleurs de la réflexion sur le contenu de la loi, le projet de loi, il y a une révolution culturelle à faire. Je suis très étonné d'entendre qu'on puisse dire en tant que policier, on ne sert à rien si les personnes qu'on arrête ne vont pas en prison. Voilà, c'est ça qui est choquant. Cette espèce de finalité qui est utilisée politiquement, d'ailleurs on l'a bien vu, les arguments c'est toujours les mêmes, on les connaît bien, qui est utilisée politiquement de dire la seule finalité de toute la chaîne pénale pour reprendre et elle existe, je la vis au quotidien, elle existe et elle fonctionne globalement très bien, mais sa finalité, c'est pas de remplir la prison. Sa finalité, elle est, et d'ailleurs c'est repris dans le projet de loi, mais c'est pas quelque chose de nouveau, les peines, elles ont deux finalités. Punir, la prison punit, c'est certain, mais il y a plein d'autres façons de punir, et prévenir la récidive. Et alors là, pour le coup, sur le rôle de la prison en matière de prévention de la récidive, il y a beaucoup à dire. Alors je ne sais pas ce qu'on veut, mais si c'est trouver une finalité, ce n'est pas celle de remplir les prisons, moi j'en suis pas d'accord. Alors, c'est apparemment pas votre position. Vous maintenez, par exemple, on va essayer de parler concrètement, que des courtes peines de prison, selon vous, c'est utile. Oui, elles doivent être exécutées. Est-ce que c'est utile, avant d'être... Selon vous, est-ce que ces courtes peines de prison provoquent un choc salutaire pour les délinquants, pour les petits délinquants? Je pense qu'il faudrait dépolitiser peut-être le débat parce qu'il est grand temps. J'entends à chaque fois qu'évidemment on a un argument un peu, j'allais dire, assassin, entre guillemets, évidemment, on est taxé, nous, Alliance, d'être proche du pouvoir précédent, de l'UMP, de l'opposition. Il serait grand temps, nous d'ailleurs, ça fait des années qu'on prêche pour ça, qu'on instaure un Grenelle de la sécurité, c'est ce qu'on appelait le Grenelle de la sécurité, qui n'a toujours pas eu lieu parce qu'on n'arrive pas à mettre autour d'une table des professionnels de justice, de police, la pénitentiaire, la police municipale, voire même des agences privées, de détectives, etc. Enfin, tout ce qui concourt à la justice, on n'est pas et à la sécurité, on n'est pas capable de. C'est-à-dire que quand vous on dites argumente toujours sur la politique. Qu'est-ce que vous voudriez concrètement? Vous dites c'est pas possible, on ne peut pas juger des gens et les remettre en liberté, même sous surveillance d'une façon ou d'une autre. Si vous le permettez, j'ai deux cas précis cette semaine. Bien sûr, là, c'est pas l'homme que je m'adresse, mais c'est à ce qu'il représente. Il va peut-être me répondre. J'imagine sa réponse déjà, mais enfin, bon, deux cas précis. À Tourcoing, un braqueur de pharmacie est identifié grâce à la technologie, grâce à son empreinte ADN. Il est interpellé plusieurs mois après les faits. C'est un braqueur au couteau. Il est assisté d'un autre... Et il est placé en garde à vue. Coup de fil au parquet, il est remis en liberté sans être présenté, avec un rappel à la loi. Évidemment, vous vous doutez que le message, alors à la fois pour les victimes, mais surtout aussi pour les policiers, c'est mais à quoi ça sert de faire tout ce travail qui a coûté une fortune pour finalement entendre une remise en liberté avec un rappel à la loi? Alors ça, est-ce que vous pouvez l'entendre? Alors le problème, c'est que tous les cas sont particuliers. Bien sûr. C'est pas forcément révélateur. Mais vous, en tant que magistrat, est-ce que ce genre d'histoire, ça revient, vous avez affaire à ça? Trois choses. D'abord, très clairement, moi, je suis affilié à personne. Je suis ici sans être membre d'aucun syndicat. Donc, vraiment, j'ai une liberté de parole qui est juste celle de ma fonction, point à la ligne. Deuxième chose, s'il y a une chose, je crois, qu'enseigne la justice, c'est la complexité des situations et des comportements humains. Donc, moi, je me refuse à rentrer dans un jeu qui serait de venir dire tel cas présenté en 3 phrases, je ne vous le reproche pas, mais enfin, ça fait partie du truc, tel cas, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien, je ne connais pas la personnalité de cette personne, je ne connais pas les faits. Et troisième chose, juste une troisième chose, si vous permettez, je finis ce propos-là. Et vous avez utilisé une expression qui est extrêmement importante, c'est celle du message. Quel message adresser à la population? Et ça, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'abord la pédagogie qu'on doit faire pour expliquer aux gens. Peut-être que je peux même reconnaître assez facilement que l'institution à laquelle j'appartiens n'est pas extrêmement forte en pédagogie et qu'on a certainement besoin de communiquer. Et la deuxième chose, et ça, on doit le renvoyer à la figure des juges en permanence, et je le fais. Et quand je dis les juges, là, pour le coup, je peux même mettre dans le panier en tant que magistrat, c'est l'individualisation. Il ne saurait être entendu le propos qui dirait « Attention, tous les braqueurs, dans tous les cas, c'est la prison. » Ou tous, dans tel cas, c'est autre chose. On doit individualiser. Il faut vraiment
Les écoles le font, il faut que les gens et les policiers viennent dans... C'était l'idée de la peine plancher. C'est pour ça que c'est un échec. C'est pour ça que c'est un échec. Pour ensuite individualiser. Mais dès l'instant où il n'y a pas de minimum, effectivement... Reprenons la peine plancher. Reprenons la peine plancher. À tous les laxismes. Avec les taux de récidive, parce qu'on sait que les taux de récidive au niveau des délits sont passés en 4 ans de 7% à 11%, malgré les peines planchées. Donc ça, c'est un très mauvais signal. Ces peines planchées n'ont rien arrangé. Plus loin que ça, nous, puisqu'on parle de récidive, mais nous, on va plus loin que ça, on parle de réitération. Pourquoi ? Parce que la récidive légale, les Français, il faut qu'ils comprennent effectivement que c'est très précis. Nous, on veut aller au-delà de ça, puisque la réitération devrait rentrer dans ce... On explique, la réitération, c'est commettre un autre délit différent du premier. La récidive, c'est commettre le même délit, le tout dans une période inférieure à 5 ans, pour que les choses soient claires. Bon, mais on sait, aujourd'hui, il y a eu des commissions, des experts, que le taux de récidive ne cesse d'augmenter, malgré les peines planchées. Non, mais pas malgré. C'est la chronique d'un échec annoncé. Les peines planchées, disposition phare, qui a d'ailleurs été très symptomatique chez les magistrats, a été accueillie post-présidentielle, pas les dernières, mais celles d'avant, avec un grand sentiment de rejet, de où on ne fait plus confiance, on fixe des planchers. À la française, hein, le juge est bouche de la loi, on ne dit pas grand-chose. Elles ont été appliquées, ils les ont appliquées, finalement, cela dit. Rentré dans les mœurs, et aujourd'hui, qu'on en annonce la suppression, on sent quand même que finalement c'était rentré dans les mœurs. Mais la question n'est même pas là. C'est la chronique d'un échec annoncé, parce que venir dire à quelqu'un « Attention, si vous récidivez, vous allez avoir une peine automatique de... » Mais c'est bien méconnaître la nature humaine et les salles d'audience que de croire que qui que ce soit, quand il commet un crime ou un délit, pense à la peine encourue. Mais qui que ce soit. Alors, ça ne prévient pas la récidive. Vous savez, ce genre de peine, ça a juste un but, mais je crois qu'il faut l'assumer. Et d'ailleurs, je l'assume parfois, pas avec les peines planchées. Non, mais non, à titre de toute façon, il y a une espèce de jeu. C'est-à-dire la peine planchée, non, je ne l'ai pas demandé en tant que peine planchée, mais de temps en temps, elle me semblait en tant que quantum justifié. Je le demandais en tant que quantum. Mais c'est autre chose, c'est que c'est une peine qui a pour seul mérite, et je ne dis pas que ce n'en est pas un parfois, d'être éliminatoire. C'est tout. Ça n'est ni dissuasif, ni préventif, c'est éliminatoire. On dit à quelqu'un, vous avez recommencé 3 caméscopes, je l'ai eu ce matin, 3 caméscopes dans un supermarché, 3 ans encourus, récidive légale, 1 an de peine planchée. Qu'est-ce que ça fait ? Juste, la seule chose, et ça je peux vous garantir que ça marche, c'est que pendant 1 an, en réalité beaucoup moins, parce qu'il y a quelque chose que les Français savent peu, c'est les mécanismes de remise de peine, mais ça on n'en parle pas, c'est l'élimination de cette personne. Et donc là, il y a un travail à faire, certainement. Alors pourquoi, vous, on a l'impression qu'on ne sait pas trop pourquoi vous êtes sur ce tout répressif. Quelle est cette explication qui fait que... Moi, je ne suis pas un éducateur social. Moi, je suis rentré dans la police parce que, voilà, effectivement, j'étais là pour protéger mes concitoyens, mais aussi pour poursuivre les auteurs des délits et des crimes. Et je ne peux pas accepter une seule seconde. Mais un policier ne peut pas être un juge. Mais non, bien sûr que non. Ce que je ne comprends pas, c'est cette finalité unique qu'est la prison pour protéger. Pensez à mes collègues qui ont travaillé pendant des mois et qui ont entendu dire remise en liberté. Bien sûr, comme tout citoyen et comme tout policier républicain, ils sont adaptés. Et ils ont obéi et ils l'ont exécuté, cette décision de justice. D'ailleurs, on pourrait reparler de toutes les réformes qui ont eu lieu et qui n'étaient pas des réformes de gauche et qui ont sapé complètement le travail d'investigation des enquêteurs, de tout ce qui touchait à la réforme de la garde à vue et ainsi de suite. Mais tout ça cumulé fait qu'au jour d'aujourd'hui, le moral des troupes est au plus bas, si je puis dire, et que ce qui nous est annoncé, pour nous, pour le coup, c'est vraiment la chronique, pas d'une catastrophe, mais d'une mort annoncée, littéralement. C'est le terme que vous... La chronique d'une mort annoncée, c'est-à-dire de la mort du travail d'investigation, de quoi ? Mais je pense que, mais tout à fait, mais au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans un contexte, on entend bien qu'il faut de la présence policière, il faut revenir à la police de proximité, il faut rediscuter dans les quartiers, il faut... c'est dans la prévention, mais au détriment, effectivement, une fois que les actes sont commis, de tout le pan répressif. Alors moi, j'ai toujours été pour un 50-50. Là, visiblement, à chaque fois, c'est ou trop répressif pour certains, ou trop préventif. Je demande encore que des professionnels s'assoient autour d'une table pour en discuter. Juste, si vous me permettez une chose. Quand on place quelqu'un sous bracelet électronique, je considère qu'on est encore dans un système répressif. Quand on fait faire à quelqu'un 210 heures de tige, je considère de travail d'intérêt général, bien sûr, de travail non payé pour la collectivité,
je considère qu'on est encore dans un système répressif. Mais les victimes, ce sont des peines. Ou alors, comme vous disiez, c'est un problème Il y a un travail de d'explication, alors parce que les mais, victimes, elles ne le comprennent pas comme ça. Comment voulez-vous que les victimes l'intègrent si un personnage politique sur deux, et alors là vraiment, je fais une espèce de paquet cadeau, hein, je ne mets pas la gauche d'un côté, la droite de l'autre, mais si un personnage politique sur deux, avec une espèce de jeu, mais qui existe depuis des décennies entre la justice et l'intérieur, vient dire « Ah oui, effectivement, il n'est pas allé en prison, il n'a pas pris assez ». Ou il a pris que 10 ans, ça méritait beaucoup plus. Tout le monde a son avis, tout le monde est juge, tout le monde dans ce pays est soit commentateur sportif, juge, etc. Mais voilà, c'est normal, mais il faut expliquer. Alors, on va revenir sur un point très précis de cette réforme. Le point de la discorde, c'est cette nouvelle mesure qui s'appelle la contrainte pénale, la nouvelle peine. Et avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute Christiane Taubira. C'était il y a quelques jours sur le plateau de l'émission des Paroles et des Actes sur France 2. On l'écoute. Il ne s'agit pas d'une alternative à la prison. Il y a des alternatives à la prison qui sont déjà inscrites dans notre code de procédure pénale. Et ces alternatives à la prison sont, vous le savez, soit le bracelet électronique, le placement extérieur, ça peut être un travail d'intérêt général, ça peut être des peines amendes. Il y a donc des alternatives que le juge, d'abord, le juge prononce une peine d'incarcération ferme ou d'incarcération avec sursis. Vous savez que la loi pénitentiaire de 2009 a prévu que jusqu'à 2 ans de peine de prison ferme, la peine peut être aménagée. Elle peut être, elle ne doit pas l'être, elle peut être aménagée. C'est une décision du juge d'application des peines. Et bien entendu, le travail est fait en amont par les conseillers d'insertion et de probation. Ça, ce sont des alternatives à la prison. Cette contrainte pénale est une peine qui sera exécutée immédiatement. Le tribunal correctionnel, puisqu'il s'agit de délits, un travail et pas de crime. Ça peut être d'abord des interdictions. Interdiction de fréquenter, de résider déjà dans des lieux, dans des communes, dans des départements. Ça peut être interdiction de fréquenter certaines personnes. Il peut y avoir des obligations. Au premier rang de ces obligations, la réparation du préjudice infligé aux victimes. Par exemple, si on a tagué un mur, on repeint le mur. Par exemple, oui. C'est une réparation, on essaie d'être concret. Mais pas de victimes. Si par contre on a abîmé le véhicule d'une personne, on peut avoir à réparer. Alors, Ludovic Dupré, on sent quand même un léger flottement, parce que cette définition de cette nouvelle peine, d'abord on ne voit pas exactement la différence avec un sursis mis à l'épreuve, on va expliquer ce que c'est. Et puis, pour tous ces délits qui pourraient être passibles de 5 ans, voire moins, il y a notamment celui des agressions sexuelles. Et ça peut effectivement beaucoup choquer les gens, qu'un agresseur sexuel reconnu comme tel soit écope d'une peine comme celle-là. Alors, est-ce que ça vous convainc, ça, par exemple ? C'est très compliqué, parce que... en l'état actuel, et l'allusion que vous faites aux agresseurs sexuels, je la comprends bien, à l'heure actuelle, de toute façon, des peines, j'allais dire, qui ressemblent un petit peu à ce qu'aujourd'hui on appellerait la contrainte pénale, ça existe déjà. Il ne faut pas croire que tous les agresseurs sexuels prennent de l'emprisonnement ferme. Il ne faut pas croire ça, et il ne faut pas croire d'ailleurs que ce serait une bonne idée. Encore une fois, je ne veux pas qu'on puisse dire que la prison est le seul moyen de protéger les gens. Cette contrainte pénale, aujourd'hui... Clairement, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est ça qui nous plonge un peu dans une forme de perplexité. De toute façon, quand bien même on le saurait aujourd'hui, j'ai lu le projet de loi, j'imagine le travail parlementaire assez important qu'il va y avoir dessus. Je ne sais pas très bien ce que ça va donner à la fin. Il semble quand même 2 choses. La première, c'est qu'on veuille parler d'une peine, et c'est d'ailleurs ça qui existe dans les systèmes de probation, dans les pays anglo-saxons notamment, on veut parler d'une peine qui soit, au moment où elle est prononcée, déconnectée de la prison. C'est-à-dire que ce n'est pas le sursis. Il n'y a pas de prison, on n'en parle pas. Ce sont des obligations à respecter. Alors, ces obligations, elles n'ont pas l'air quand même extrêmement sévères. Rester dans un endroit... des personnels pour pouvoir les l'aborder. Et des moyens. Là, vous abordez quelque chose d'éminemment important, bien sûr, que sont les moyens d'assurer ce suivi. Parce qu'il faut expliquer à ceux qui nous regardent que quand on est condamné à ce type de peine, c'est-à-dire pas de prison, mais on est suivi par des gens du service d'insertion et de probation, l'administration pénitentiaire, qui suit votre dossier, par des psychiatres éventuellement, etc. Or, on sait aujourd'hui qu'en France,
une personne telle que celle-là s'occupe de 100 dossiers aujourd'hui. En Suède, c'est une personne pour 20 dossiers. C'est presque la même situation qu'à Pôle emploi, oui, c'est ça. Alors, ça n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Ah non, à effectif constant, c'est juste totalement inconcevable. Alors là, pour le coup, on va totalement dans le mur parce que, encore une fois, on aura une idée, disons-la, bonne, mais sans moyen de la faire appliquer. Cela dit, ont d'ores et déjà été annoncés, moi je suis le porte-parole de personne encore, mais ont déjà été annoncés des créations de postes. 300. Dont le but serait de faire retomber le nombre de dossiers par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation à, je crois, 70, qui serait une norme. Énorme, on le sait. Oui, ce qui est énorme, mais ce n'est pas 70 contraintes pénales. Si vous voulez, dans les 70, il y a un travail d'intérêt général qui nécessite de temps en temps un rappel, une vérification, un coup de fil. Tout n'est pas à la même hauteur, et ce n'est pas 70 contraintes pénales. Voilà, moi, là, pour le coup, il y a une espèce de flou. Voilà, que moi. On aurait peut-être pu débloquer des moyens avant et discuter peut-être idéologie après. Enfin, effectivement, c'est un peu toujours comme d'habitude mettre la charrue avant les bœufs. D'ailleurs, j'ai un autre cas concret, si je peux me permettre. Encore une fois, malheureusement, à citer. Alors, bien sûr, ça ne reste qu'un cas particulier, mais un individu donc agresseur sexuel en récidive est remis en liberté après sa peine. Je n'ai pas la condamnation, mais visiblement il devait être effectivement assorti avec du sursis, mais surtout aucun suivi à la sortie. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce prédateur, puisqu'il est signalé c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement il va récidiver, puisqu'il était déjà condamné en récidive, et donc sans suivi, évidemment, il va recommencer. Alors, comme il n'y a personne pour s'en occuper, on pourrait penser qu'évidemment ce sera le même cas lorsque la contrainte pénale aura été mise en place, on demande aux policiers d'assurer des surveillances, des patrouilles aux abords du domicile. Mais dans le contexte actuel où mes collègues sont déjà bien en peine de pouvoir intervenir sur police secours pour aider des victimes, je ne vois pas comment ils vont procéder à la demande de la justice, puisque c'est un signalement du ministère pour que la police de Lille fasse son travail. C'est impossible. Voilà, vous ne voulez pas répondre à un exemple précis, mais non, c'est vrai en dehors de l'exemple, je peux que convenir de l'importance des moyens dans la mise en œuvre de dispositions comme celle-là, mais l'importance fondamentale, évidemment, mais là je vous rejoins à 100%, et je vous rejoins aussi sur quelque chose, sur ce que vous avez évoqué à la fin, c'est-à-dire qu'à défaut, c'est vrai que parfois on demande à la police de faire ce travail-là. C'est une évidence, on est tous... Vous comme nous, pour le coup, dans une espèce de principe de précaution aussi de temps en temps, quand on a une information sur ce genre de personnage, je ne parle pas du cas particulier, mais d'une manière un peu générale, il va de soi que tout le monde fait des vérifications, demande à faire des vérifications, on consulte les fichiers, etc. Oui, et alors après, dans l'escarcelle de qui ça doit tomber au final? Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est absolument anormal. Ce n'est pas aux policiers d'aller surveiller un délinquant sexuel qui sort de prison. C'est-à-dire qu'on va leur demander, à l'issue, si jamais par malheur, évidemment, il récidivait, mais qu'avez-vous fait lors de vos surveillances et de vos passages patrouilles? Vous ne l'avez pas... Alors, par exemple, sur ce cas-là, vous réclamez quoi pour cet homme-là qui sort de prison, qui a purgé sa peine? Pour vous, c'est quoi la solution? À l'origine de la peine prononcée et demander pourquoi il n'y a pas eu de suivi au moment de la remise en liberté. Enfin, c'est ça qui... On parle de suivi, c'est toujours un terme très général. Mais un suivi concrètement, c'est quoi? C'est un psychiatre? C'est une assistante sociale? C'est quoi? Non, assistante sociale, non. Ce sont les conseillers pénitentiaires qui font ça. Mais psychiatre, oui. Quand on en a, pareil. 3 mois aujourd'hui d'attente pour un rendez-vous chez un psychiatre. Et puis psychiatre, disons les choses clairement aussi. Je ne suis pas sûr que tous ces agresseurs sexuels souffrent d'une pathologie. Moi, je ne suis pas médecin. Je crois que parfois aussi, on demande l'intervention de psychiatre parce que, pareil, dans la même logique, on dit celui-là, on va le faire soigner. Mais je ne suis pas persuadé à titre personnel que ce soit toujours une pathologie. Mais le suivi, c'était intéressant parce que Madame le garde des Sceaux parlait, par exemple, de l'interdiction de rencontrer certaines personnes. Et comment on fait ça? Quel suivi? On demande aux policiers. On demande aux policiers. Alors, certainement. On demande aux policiers, oui, mais ça existe déjà beaucoup dans le cadre des mises à l'épreuve, les interdictions de rencontrer certaines personnes. Et on se retrouve dans la situation qui est assez simple, c'est-à-dire que évidemment qu'il n'y a pas de policier ou de conseiller pénitentiaire tout le temps derrière la personne. Donc on attend que qui nous prévienne? La personne en question, qui était la victime. Et on se retrouve dans la situation où elle dit « mais moi, il est venu me voir alors qu'il n'avait pas le droit », et lui dit « ah non, mais moi je ne suis jamais venu et il n'y a pas de témoin ». Vous vous retrouvez dans une espèce de machine de logique. On a pareil, les interdictions de fréquenter les débits de boissons, les interdictions de détenir des armes. Oui, ça c'est très bien. Aucun moyen de vérifier ces contraintes. Assez peu.
Assez peu. Et en ce sens-là, c'est vrai que de temps en temps, il faut aussi qu'on soit réaliste et qu'on se cantonne à des obligations qui ont un vrai sens. Cette contrainte pénale, cette nouvelle peine, est-ce que vous, comme ça, a priori, en n'en sachant pas plus qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à la demander quand vous serez en audience correctionnelle, vous soutenez l'accusation? Est-ce que vous le ferez, par exemple, pour des agresseurs sexuels, disons-le, sans peur? Voilà. Je le ferai sans hésitation pour 2 raisons. La première, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que je pense qu'une révolution culturelle est importante et qu'on peut très bien donner d'autres réponses que la prison. La deuxième, c'est que nous requérons déjà régulièrement des sursis probatoires avec mise à l'épreuve et que c'est assez similaire quand même dans le fonctionnement. Et ça marche? Ça marche. Le taux de récidive en matière d'agression sexuelle est très peu important parce que ce sont des délits très particuliers. Olivier Berton, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ludovic Depré également. Cette émission est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine à 11h25. Très belle semaine sur France 3.